Chers abonnés, aujourd'hui nous plongeons dans une histoire qui a profondément marqué la chanson française. Une histoire de gloire, d'amour et de tragédie. Le nom de Joe Dassin résonne encore dans nos mémoires comme celui d'une icône de la musique, mais derrière les succès et les paillettes se cache une réalité bien plus complexe, que son fils Jonathan a enfin décidé de partager avec le monde. Dans un studio parisien chargé d'histoire, où les murs semblent encore vibrer des mélodies de son père, Jonathan Dassin, aujourd'hui âgé de 45 ans, nous accueille pour des révélations bouleversantes. Le choix du lieu n'est pas anodin. C'est ici même que Joe Dassin a enregistré certains de ses plus grands succès, dans cette atmosphère particulière qui semble encore imprégnée de sa présence. Être le fils de Joe Dassin, c'est porter un héritage complexe, comme Jonathan, son regard reflétant à la fois la fierté et une profonde mélancolie. Pendant des années, j'ai gardé le silence, écoutant toutes sortes de rumeurs et de spéculations sur la vie de mon père. Aujourd'hui, je sens qu'il est temps de rétablir certaines vérités. Joe Dassin vivait dans un paradoxe constant. Sur scène, il incarnait la joie de vivre, le bonheur à l'état pur. Ses chansons parlaient d'amour, de liberté, de moments heureux. Mais en coulisses, il luttait contre une profonde solitude. Peu de gens savent qu'il écrivait des poèmes très sombres, qu'il n'a jamais voulu publier, révèle Jonathan en sortant délicatement quelques feuilles jaunies. Ses écrits montrent un tout autre visage de l'artiste, celui d'un homme torturé par ses démons intérieurs. Un passage particulièrement poignant témoigne de cette dualité. Sur scène, je suis 1000, dans ma chambre, je ne suis personne. Les applaudissements résonnent comme un écho vide quand je rentre seul le soir. L'histoire commence véritablement avec les grands-parents de Jonathan. Jules Dassin, réalisateur talentueux, dut fuir les États-Unis pendant la période du maccarthyisme. Cette expérience marqua profondément la famille. Joe n'avait que 12 ans quand ils durent tout quitter, créant en lui un sentiment permanent d'instabilité qui le poursuivrait toute sa vie. Mon père parlait 4 langues, explique Jonathan, mais il se sentait parfois étranger partout. Cette sensation de n'appartenir à aucun lieu précis l'a poursuivi toute sa vie. C'est peut-être pour cela qu'il cherchait constamment à créer des liens forts avec son public, comme pour se construire une famille. Le mariage de Joe avec Maryse, sa première femme, était plus complexe que ce que la presse a pu en dire. Ils s'aimaient profondément, mais Joe portait déjà en lui cette blessure d'abandon qui le rendait parfois distant, même avec ceux qu'il aimait le plus. Maryse m'a confié récemment que pendant leur mariage, il lui arrivait de se réveiller en pleine nuit pour composer, comme tourmenté par quelque chose qu'il n'arrivait pas à exprimer autrement que par la musique. Son mariage avec Christine, la mère de Jonathan, était différent. Elle avait une façon unique de comprendre Joe, acceptant ses phases de repli, ses moments d'absence. Elle savait que derrière l'artiste se cachait un homme qui avait besoin de solitude pour créer, mais aussi pour faire face à ses démons. Un souvenir particulièrement émouvant ressurgit lorsque Jonathan évoque une berceuse que son père composa pour lui. J'avais à peine 2 ans, mais ma mère m'a souvent raconté cette scène. Mon père était rentré d'une tournée, épuisé. Il s'est assis au piano et a commencé à composer une berceuse qu'il n'a jamais enregistrée officiellement. C'était peut-être sa mélodie la plus pure, la plus sincère. Les paroles de cette berceuse, conservées précieusement, révèlent toute la complexité des sentiments paternels de Joe. Mon fils, pardonne-moi ces absences, ces silences, quand la musique m'emporte loin de toi. Un jour tu comprendras que dans chaque chanson, c'est ton sourire que je cherchais. Les derniers mois de sa vie furent particulièrement intenses. Joe avait commencé à écrire son autobiographie, sentant peut-être que le temps lui était compté. Dans ses notes, il évoquait son désir de ralentir, de se consacrer davantage à sa famille. « La vie m'a donné tout ce dont un homme peut rêver, sauf le temps de l'apprécier vraiment », écrivait-il. Le voyage à Tahiti, qui devait être un moment de pause, se transforma en tragédie. Jonathan révèle que son père ne prenait pas seulement des médicaments pour son cœur, comme cela a été rapporté. Il luttait contre une dépression profonde, masquée aux yeux du public par son éternel sourire. Les médecins l'avaient prévenu des risques, mais il ne pouvait pas s'arrêter. La scène était devenue à la fois son refuge et sa prison. Aujourd'hui, à 45 ans, Jonathan comprend mieux les silences de son père, ses absences, ses combats intérieurs. Dans un carnet retrouvé récemment, Joe écrivait quelques jours avant sa mort. « La vie est une chanson dont on ne connaît pas la fin. J'espère que mes enfants sauront un jour que dans chaque note, dans chaque mot, c'était eux que je cherchais à atteindre. » Un aspect méconnu de Joe Dassin était son désir de créer une école de musique pour enfants défavorisés. Il avait tout planifié, le lieu, les professeurs, le programme pédagogique. « La musique m'a sauvé, elle peut en sauver d'autres », écrivait-il dans ses notes. Malheureusement, ce rêve ne put jamais se concrétiser. Le manuscrit que Jonathan conserve précieusement constitue une sorte de testament spirituel. Les dernières pages, écrites avant le départ pour Tahiti, révèlent un homme conscient de sa fragilité. L'écriture, de plus en plus tremblante, témoigne de l'effort que chaque mot lui coûtait.
Dans ces pages, Joe se livre comme jamais. La célébrité est une prison dorée. Les gens vous aiment pour ce qu'ils croient que vous êtes, mais personne ne vous voit vraiment. J'ai passé ma vie à chanter l'amour, la joie, le bonheur, pendant que mon cœur criait sa solitude. La dernière entrée du journal, datée du 19 août 1980, prend aujourd'hui une résonance particulière. Tahiti est magnifique. L'océan me rappelle que nous ne sommes que des grains de sable sur une plage immense. Peut-être qu'ici, enfin, je trouverai la paix que je cherche depuis si longtemps. Le lendemain, le 20 août 1980, Joe Dassin s'effondrait dans un restaurant de Tahiti, laissant derrière lui un héritage musical impérissable et une famille marquée à jamais par son absence. Son histoire, enfin révélée par son fils, nous montre l'homme derrière l'artiste, ses joies, ses peines, ses espoirs et ses regrets, dessinant le portrait complexe d'une icône de la chanson française qui, jusqu'au bout, aura cherché sa place dans le monde. Le succès de Joe Dassin fut fulgurant. Les tubes s'enchaînaient, Bip Bip, les Daltons, l'Amérique. Il était devenu une véritable machine à succès, enchaînant les performances, les enregistrements et les apparitions télévisées. Mais derrière cette façade brillante, l'artiste menait un combat personnel intense. Mon père avait une routine presque maniaque avant chaque spectacle, révèle Jonathan. Il s'enfermait dans sa loge pendant des heures, répétant encore et encore, perfectionnant chaque intonation, chaque geste. Ce n'était pas seulement du professionnalisme, c'était une forme d'anxiété qu'il canalisait à travers cette préparation minutieuse. Les années 70 ont vu naître plusieurs grandes amitiés artistiques, notamment avec Claude François, Michel Sardou et Johnny Hallyday. Mon père entretenait des relations complexes avec ses pairs, explique Jonathan. Avec Claude François, c'était une sorte de rivalité fraternelle. Ils se respectaient énormément mais avaient des approches très différentes de la célébrité. Mon père admirait la force de caractère de Clo-Clo, tout en redoutant cette course effrénée vers toujours plus de succès. Les dernières années furent particulièrement éprouvantes. Les tournées s'enchaînaient à un rythme infernal. Mon père vivait sous perfusion de café et de médicaments, confie Jonathan. Son médecin l'avait mis en garde dès 1978, mais il refusait d'entendre raison. La scène était devenue sa drogue, son oxygène. Jonathan se souvient des moments volés entre deux concerts. Quand il était à la maison, mon père essayait de rattraper le temps perdu. Il m'emmenait au parc, me racontait des histoires extraordinaires. Mais je sentais toujours cette mélancolie en lui, comme s'il savait qu'il ne pourrait jamais être le père qu'il aurait voulu être. Dans les mois précédant sa disparition, Joe Dassin travaillait sur de nouveaux projets. Il avait commencé à écrire des chansons différentes, révèle Jonathan. Plus personnelles, plus sombres aussi. Il parlait de faire un album concept sur l'histoire de sa vie, mais il n'en a jamais eu le temps. L'influence de Joe Dassin sur la chanson française reste indélébile. Ce qui me frappe aujourd'hui, réfléchit Jonathan, c'est la modernité de certaines de ses compositions. Il avait cette capacité à créer des mélodies intemporelles, des textes qui résonnent encore aujourd'hui. Mon père gardait beaucoup de secrets, confie Jonathan. Il écrivait constamment dans des carnets que personne n'avait le droit de lire. Après sa mort, nous en avons découvert des dizaines, remplis de poèmes, de réflexions, de doutes. C'était sa façon de gérer ses démons intérieurs. Le voyage à Tahiti devait être un nouveau départ. Joe Dassin y voyait une chance de se ressourcer, de retrouver un équilibre. Les dernières photos que nous avons de lui le montrent souriant, détendu, raconte Jonathan. Il avait commencé à écrire un nouveau journal, parlant de projets d'avenir, de changement de vie. Le destin en a décidé autrement. Aujourd'hui, Jonathan Dassin porte la responsabilité de préserver la mémoire de son père. Ce n'est pas toujours facile, admet-il. Les gens ont leur propre image de Joe Dassin, l'artiste souriant qui chantait les Champs-Élysées. La réalité était bien plus complexe. C'était un homme sensible, tourmenté, qui cherchait constamment un équilibre entre sa vie publique et ses aspirations personnelles. Je travaille actuellement sur un projet de livre plus complet, révèle Jonathan. Il y a encore tellement d'histoires à raconter, tellement de documents inédits à partager. Je veux que les gens comprennent qui était vraiment mon père, au-delà du mythe. L'histoire de Joe Dassin est celle d'un homme qui a marqué son époque tout en luttant contre ses propres démons. À travers les souvenirs de son fils, nous découvrons un artiste complexe, un père aimant mais absent, un homme qui cherchait désespérément sa place dans un monde qu'il adulait sans vraiment le comprendre. Sa musique continue de résonner, ses chansons de toucher de nouvelles générations, preuve que son talent transcende le temps. Mais derrière les mélodies joyeuses et les refrains entraînants se cache l'histoire d'un homme qui, jusqu'à son dernier souffle, aura cherché un équilibre entre sa vie publique et ses aspirations personnelles. Le témoignage de Jonathan nous rappelle que derrière chaque icône se cache un être humain, avec ses forces et ses faiblesses, ses joies et ses peines. Joe Dassin aura vécu comme il a chanté, intensément, passionnément, laissant derrière lui un héritage musical indélébile et des questions qui,
peut-être, ne trouveront jamais leur réponse. Mon père avait des projets dont il n'a jamais parlé publiquement, révèle Jonathan en sortant d'autres documents inédits. Il rêvait de produire un film musical autobiographique, racontant l'histoire de sa famille depuis l'exil américain jusqu'à ses succès en France. Il avait même commencé à écrire le scénario, incorporant des éléments surréalistes et des séquences oniriques. C'était un projet ambitieux qui reflétait sa vision artistique complexe. Peu de gens savent que Joe Dassin avait commencé à travailler secrètement avec des artistes d'horizons très différents. Il y avait des enregistrements expérimentaux, explique Jonathan. Des sessions avec des musiciens de jazz, des compositions plus aventureuses qui n'ont jamais vu le jour. Mon père cherchait à se réinventer artistiquement, à sortir du cadre dans lequel on l'avait enfermé. L'écriture était son refuge ultime, poursuit Jonathan en montrant des carnets remplis de notes. Il écrivait constamment, des poèmes, des nouvelles, des réflexions philosophiques. Il avait même commencé un roman sur un chanteur qui décide de disparaître au sommet de sa gloire pour recommencer une nouvelle vie sur une île du Pacifique. Aujourd'hui, ses écrits prennent une dimension presque prémonitoire. Les dernières semaines de sa vie sont particulièrement révélatrices de son état d'esprit. Il avait commencé à donner des objets personnels, se souvient Jonathan. Sa collection de guitares, ses manuscrits, comme s'il voulait mettre de l'ordre dans sa vie. Il parlait souvent de simplicité, de retour à l'essentiel. Tahiti représentait pour lui cette possibilité de renaissance. Son dernier concert reste gravé dans ma mémoire, raconte Jonathan avec émotion. C'était différent des autres. Il y avait une intensité particulière dans sa voix, comme s'il voulait transmettre quelque chose de plus profond. Il a chanté « Et si tu n'existais pas » d'une manière qui a fait pleurer toute la salle. Même les techniciens, qui l'avaient entendu des centaines de fois, étaient émus. En réécoutant ces chansons aujourd'hui, je découvre des messages que je n'avais jamais remarqués, confie Jonathan. L'été indien parle de la nostalgie et du temps qui passe, mais c'est aussi une réflexion sur la mort. Le café des Trois Colombes évoque la solitude derrière les apparences. Même les Champs-Élysées, sa chanson la plus joyeuse, cache une certaine mélancolie dans ses paroles. Mon père avait développé un intérêt croissant pour la spiritualité dans ces dernières années, révèle Jonathan. Il lisait beaucoup de philosophie orientale, s'intéressait à la méditation. Dans son journal, il écrivait sur la quête de sens, sur la recherche d'une paix intérieure qui semblait toujours lui échapper. Nous avons retrouvé une lettre qu'il avait écrite quelques jours avant sa mort, partage Jonathan avec émotion. Il y exprimait ses dernières volontés, non pas matérielles, mais spirituelles. Il écrivait « Ne pleurez pas mon absence, célébrez la musique. Elle a été ma vie, mon amour, ma passion. À travers elle, je serai toujours avec vous. » La disparition soudaine de Joe Dassin a profondément marqué sa famille. Pendant des années, nous avons eu du mal à écouter ses chansons, avoue Jonathan. C'était trop douloureux. Aujourd'hui, nous pouvons enfin célébrer son héritage, comprendre l'homme qu'il était vraiment, avec ses forces et ses faiblesses. L'influence de Joe Dassin sur la musique française reste considérable. Des artistes contemporains continuent de reprendre ses chansons, de s'inspirer de son style, note Jonathan. Ce qui me touche le plus, c'est quand de jeunes musiciens me parlent de l'influence de mon père sur leur travail. Ils ne l'ont pas connu, mais sa musique continue de les inspirer. Aujourd'hui, je peux enfin faire la paix avec son souvenir, conclut Jonathan. Je comprends mieux ses choix, ses combats, ses contradictions. Il n'était pas parfait, mais il était authentique dans sa quête artistique et personnelle. C'est peut-être ça, son plus grand héritage, nous montrer qu'on peut être imparfait et toucher quand même le cœur des gens. Joe Dassin reste une figure majeure de la chanson française, un artiste qui a su toucher les cœurs tout en portant ses propres blessures. Son histoire, révélée par son fils, nous montre l'homme derrière l'artiste, le père derrière l'icône, l'être humain derrière la légende. Sa musique continue de vivre, ses chansons de résonner dans nos mémoires, preuve que certains artistes transcendent leur époque pour devenir éternels. Joe Dassin était de cela, un homme qui a su transformer sa mélancolie en mélodies immortelles, ses doutes en poésie, sa solitude en chanson qui continue de nous accompagner. Son histoire nous rappelle que derrière chaque artiste se cache une personne complexe, sensible, parfois tourmentée. Joe Dassin aura vécu comme il a chanté, avec passion, avec intensité, laissant derrière lui un héritage musical qui continue d'émouvoir de nouvelles générations. La musique était sa vie, conclut Jonathan. Elle était son refuge, son expression, sa façon de communiquer avec le monde. À travers elle, il continue de vivre, de parler, de toucher les cœurs. C'est peut-être ça, finalement, l'immortalité,